5 articles jugés incontournables sur les 2 dernières années, en fait, sur les épidermolyses bulleuses. Il y a 500 articles qui sont parus, ce qui faisait beaucoup quand même. Donc, j'ai pas été forcément une très bonne élève, j'en ai mis un peu plus que 5, en commençant par une revue dans Nature Reviews sur les épidermolyses bulleuses. Donc, on voit que c'est quand même un sujet qui intéresse particulièrement les revues. Et j'ai classé ces articles en recommandations cliniques d'une part, et puis une partie traitement, puisqu'il y a beaucoup d'études sur le traitement de cette pathologie, traitement protéique, cellulaire et puis pharmacologique. Donc pour les recommandations, en 2020, dans le British est sorti la nouvelle consensus de classification des épidermolyses bulleuses, qui regroupe du coup les 4 grands groupes d'épidermolyse bulleuse que l'on connaît, et dans un autre groupe, des syndromes avec fragilité cutanée qui vont regrouper principalement ce qu'on mettait avant dans les épidermolyses bulleuses simples suprabasales, et qui inclut également toutes les ictioses kératinopathiques ainsi que quelques autres syndromes encore plus rares. Beaucoup de publications sur des recommandations en général par des groupes de travail internationaux, de spécialistes, sur des sujets extrêmement divers comme le soin des pieds, la kiné, la sexualité, des soins dentaires, des recommandations de prise en charge en urgence ou de prise en charge globale, notamment avec le RN-Skin. Sur les traitements, il y a énormément de publications. Une très belle revue parue récemment en juillet 2021 que je vous conseille dans l'American Journal of Dermatology, qui est vraiment très très bien faite et très didactique sur tout ce qui a pu être fait et qui est en train d'être fait ou qui va être fait. Donc les traitements protéiques, j'ai choisi une étude apparu dans le GIDE, où les auteurs s'intéressent à l'intérêt d'injections répétées de collagène 7, donc en remplacement de la protéine manquante, par voie intraveineuse sur 2 modèles animaux, une souris et des chiens. Et ce sont des animaux adultes pour voir si, même chez des patients qui ont une maladie avancée, une épidermolyse bulleuse dystrophique récessive avancée, cela pouvait avoir un intérêt. Donc, il montre que ces injections atteignent leur objectif, puisqu'il y a du collagène 7 à la jonction dermo-épidermique, que ça permet une fermeture durable des plaies, une diminution de nouvelles bulles. On voit, j'espère que vous voyez mieux que moi au niveau des fesses, parce que c'est là où ils font des bulles, en fait, les souris, moins de bulles, et que ça diminue également la fibrose. On voit au niveau des pattes moins de syndactylie, également sur des marqueurs biologiques, moins de ténacine. Par contre, on n'a absolument aucune action anti-inflammatoire et ça semble bien supporter, les injections répétées semblent bien supporter sur le plan clinique et biologique. Avec sur le chien des résultats alors plus modestes, mais on voit qu'il y a moins de plaies chroniques et que les injections répétées donnent quand même lieu à un marquage de collagène 7 au niveau de la jonction dermo-épidermique. Il y a d'ailleurs actuellement des études en cours d'injection de collagène 7 chez l'homme, dont on n'a pas encore les résultats, puisqu'elles sont référencées sur Clinical Trial, mais on n'a pas encore les résultats. Traitement cellulaire, il y a énormément de traitements cellulaires possibles. J'ai choisi cette revue, le résultat de cette étude, qui a évalué l'intérêt d'injection, toujours par voie intraveineuse, de cellules mésenchymateuses, cellules souches mésenchymateuses, originaires de la peau, chez des patients qui ont une épidermolyse bulleuse dystrophique récessive. Vous voyez que le schéma est 3 injections par voie intraveineuse à 15 jours d'intervalle plus ou moins de ces cellules souches, et puis il y a une évaluation qui se fait à tous les temps d'injection et surtout à la 12e semaine, avec sur les photos cliniques une amélioration des plaies, que l'on peut voir sur ces photographies, et sur
les échelles qui ont été utilisées, des résultats qui sont peut-être moins flagrants, en tout cas des résultats qui arrivent sur la 3e injection, mais qui parfois se perdent à 12 semaines, mais quand même une impression d'amélioration des scores de gravité de l'épidermolyse bulleuse, du prurite et de la douleur. Donc, des résultats qui sont intéressants et un effet essentiellement anti-inflammatoire de ces cellules souches mésenchymateuses qui seraient à l'origine des résultats obtenus. Un autre article qui m'a beaucoup intéressée, parce que c'est peut-être le futur, en tout cas c'est peut-être à la mode, c'est la bioimpression de peau en particulier et ses applications potentielles dans le cadre de l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive. La bioimpression, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de cellules en culture mélangé ensuite avec ce qu'on appelle une bio-encre dans lequel on peut mettre un paquet de choses, le tout mis dans une impression, enfin une bio-imprimante qui va permettre de fabriquer un organe, ici c'est de la peau, en 3 dimensions, donc avec 2 possibilités, une possibilité d'imprimante manuelle où on va pouvoir directement imprimer sur le patient cette peau fabriquée artificiellement, ou une impression sur des boîtes de culture qui vont être ensuite mises en incubation pour que les cellules puissent proliférer, se différencier et le tissu s'organiser vraiment comme un tissu normal, puis transféré au patient. Et le champ des applications dans les épidermolyses bulleuses pourrait être multiple avec, bien sûr, des pansements, des applications de greffe cutanée, en fait, dans lesquelles on peut mettre plein de cellules. On peut mettre des kératinocytes, des fibroblastes, des mélanocytes, mais également des cellules vasculaires pour faire plein de choses. On peut également, dans la bio-encre, mettre différentes molécules qui peuvent être des molécules thérapeutiques, avec une délivrance à l'organisme qui peut être modulée en fonction de la porosité et de la composition de cette bio-encre. Et puis aussi, de manière un peu plus dans la recherche ce coup-ci, faire des reconstitutions de peau pour pouvoir avoir des modèles pour travailler qui ne soient pas des modèles animaux. Donc, à suivre. Et je finirai par les traitements pharmacologiques. Il y a énormément de molécules et de biothérapies qui ont été évaluées, testées et en cours de test pour l'épidermolyse bulleuse. Le sujet qui est le plus ressorti sur ces 2 années, c'est le prurite. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir sur la fibrose, par exemple. Peut-être l'année prochaine, on en parlera. Une revue sur le prurite, justement, dans l'épidermolyse bulleuse, dans le British de 2020, qui va expliquer toute la prévalence, la physiopathologie et les traitements en cours, que je vous conseille parce que c'est vraiment très, très bien fait. Plusieurs études de molécules pour traiter le prurite. Tout ce qui est cannabinoïdes, alors ça c'est une étude intéressante puisque c'est sur la pratique des patients, c'est une étude en ligne sur des populations anglophones où on voit que quand même il y a près de 40% des patients qui ont répondu, qui utilisent des cannabinoïdes, soit en topique, soit par voie ingérée avec une bonne efficacité et un coût relativement acceptable. Un essai sur le serlopitant, qui est un antagoniste du récepteur des neurokinines 1, qui là est un essai en double aveugle contre placebo, mais sur une toute petite cohorte de 14 patients, avec des résultats un petit peu décevants, mais peut-être du fait du faible effectif, et un nouvel essai qui est en cours sur des plus grands effectifs, qui permettra peut-être de montrer un effet plus intéressant. Et également un autre essai en ouvert, celui-ci, sur des anti-IgE pour traiter le prurite de patients avec une épidermolyse bulleuse dystrophique récessive et des résultats qui semblent intéressants. Et puis, je finirai sur ce qui a le plus, je pense, modifié nos pratiques, sur un groupe très particulier d'épidermolyse bulleuse dystrophique, qui sont les formes prurigineuses, qui ont des qualités de vie exécrables suite à un prurite impossible, le plus souvent des membres inférieurs, mais parfois beaucoup plus diffus. Et sur la base d'études qui montrent que dans la peau de ces patients, il y a un phénotype TH2 qui ressemble un peu à celui de l'eczéma, si on fait un raccourci rapide. Il y a plusieurs articles
qui ont essayé des traitements de l'eczéma sévère, comme du Dupilumab ou des anti-JAK, avec dans chacun de ces articles des petites cohortes ou simplement des case reports, mais d'excellents résultats clinique avec une quasi-disparition du prurite. Je pense que chacun d'entre nous a ses propres patients qui, effectivement, sont ravis de ce nouveau traitement. Voilà, donc une revue que j'ai espérée rapide. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Dans la salle? Non. On peut se poser, est-ce que quelle place tu accorderais aux anomalies de l'inflammation dans les épidermolyses bulleuses, vu le dernier article et notre expérience sur, d'une manière générale, une inflammation autour des lésions, en particulier dans les épidermolyses bulleuses simples? Dans l'épidermolyse bulleuse, s'il y a vraiment une voie qui est en train d'être étudiée dans tous les articles que l'on voit, puis de manière cliniquement, on s'en rend tous compte, c'est l'inflammation, la fibrose. La fibrose étant certainement une secondaire à l'inflammation. Et c'est une voie thérapeutique hyper intéressante, puisqu'on a énormément de médicaments, de biomédicaments qui sont impliqués qui peuvent traiter cette inflammation de manière spécifique. Alors, ça peut être des traitements de l'eczéma avec le Dupi ou les anti-JAK pour des formes prurigineuses, mais quand on sait que les anti-JAK sont antifibrosants, on se dit bien que ça va être intéressant pour les formes dystrophiques plus générales aussi. Donc, il y a plein de choses qui vont sortir et je pense que vraiment, il y a un avenir fantastique pour ces médicaments anti-inflammatoires au sens large dans les épidermolyses bulleuses. Dans les formes simples, encore plus, et là, je pense qu'on va discuter du projet, puisque cliniquement, c'est des maladies inflammatoires avant même d'être des maladies mécaniques. Et j'ai bon espoir qu'on arrive à contrôler ou à nettement améliorer la qualité de vie des patients grâce à ces traitements. Merci. D'autres questions? Est-ce que tu as un projet à présenter? Oui. On t'écoute. Alors, je sais pas, pour repartir là. Là, du coup, moi, je ne me vois pas du tout le diaporama. Mais donc, c'est un projet qui est un projet de toute manière multicentrique, où tous les centres de référence qui s'occupent des épidermolyses bulleuses sont impliqués, bien sûr, et qui vise justement à évaluer l'efficacité d'une molécule anti-inflammatoire qui est la Prémilaste, utilisée dans le psoriasis pour traiter les formes d'épidermolyse bulleuse simple généralisée. Alors pourquoi? Parce que dans un travail précédent que nous avions réalisé, on avait montré que dans la peau de ces patients, il y avait une inflammation de type TH17 et on avait essayé chez 3 patientes adultes de la Prémilaste avec un effet qui avait été relativement spectaculaire puisqu'il n'y avait plus de bulles en fait, tout simplement. Le problème de la Prémilaste étant parfois sa tolérance, en particulier digestive, qui est parfois non optimale. Donc, sur les 3 patientes, il y en a une qui, à bout d'1 an à peu près, a arrêté le traitement parce qu'elle était en permanence un peu nauséeuse, avec malheureusement une récidive des lésions cutanées dans les jours qui ont suivi. Mais les 2 autres patientes sont toujours sous traitement. On a, nous aussi, essayé de notre côté de traiter une patiente adolescente, grande ado, avec le même traitement, avec toujours une efficacité très rapide et vraiment très impressionnante. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place ce traitement sur des patients enfants et adultes, puisque finalement, dans les formes simples, la sévérité de la maladie est surtout importante chez les tout-petits. En sachant que pour l'instant, il n'y a pas d'AMM chez les enfants de plus de 6 ans, mais qu'il y a beaucoup d'études de la part du laboratoire dans le psoriasis. Donc, on a des données cliniques pharmacologiques dans le psoriasis et dont on peut se servir pour mettre en place cette étude chez les enfants. Donc,
On a comme objectif d'enrôler à peu près 20 patients à partir de 6 ans qui ont une épidermolyse bulleuse simple généralisée. L'objectif primaire, c'est une amélioration de 75% de la qualité de vie. Et il y a bien sûr des objectifs secondaires qui vont être d'évaluer la sécurité et la tolérance du traitement, et puis d'évaluer bien sûr les scores de gravité, le prurite, la douleur, la durée des pansements, qui est un facteur important chez les patients, sous traitement, en sachant qu'il y aura plusieurs périodes de traitement, une période avec traitement, une période sans traitement, puis une nouvelle période avec traitement pour bien montrer que l'effet on-off de cette molécule. Voilà, les critères d'inclusion, je viens de les dire. Il faut qu'il y ait une qualité de vie qui soit quand même suffisamment altérée pour qu'on puisse voir une différence notable. Les critères d'exclusion sont des critères classiques de traitement qui peuvent interférer avec l'après-milaste ou de contre-indication à l'après-milaste. La durée d'inclusion est de 6 mois et on prévoit à peu près 2 ans pour mener à bien cette étude. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner. Le laboratoire, a priori, est intéressé, donc j'espère même qu'on aura un soutien de leur part plus que moral. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Juste une dernière question qu'on a eue sur le chat concernant ta revue de bibliographie. C'est les traitements antiprurigineux que tu as présentés peuvent-ils être proposés dans d'autres pathologies d'origine génétique ou non, à ton avis? Oui, après, le sarlopitant, par exemple, c'est utilisé dans le lymphome. Enfin, tous les inhibiteurs des neurokinines, des récepteurs des neurokinines, c'est des médicaments qui sont déjà utilisés dans d'autres pathologies, comme dans les lymphomes ou dans les lymphomes cutanés, bien sûr, ou dans d'autres pathologies avec prurite. Et c'est plutôt nous qui sommes allés chercher dans les arsenals thérapeutiques des autres pathologies pour nous servir. Les anti-IgE, on les utilise déjà dans l'urticaire. Parfois dans l'eczéma, je n'ai pas notion que ce soit utilisé dans d'autres pathologies dermatologiques, mais pourquoi pas, il faudrait quand même qu'il y ait des IgE. Dans l'étude que j'ai présentée, ils avaient choisi des patients qui avaient un taux d'IgE élevé, à la fois dans la peau et ou dans le sang. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine pertinence clinique et biologique pour pouvoir être essayé, mais oui. Ok, donc bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de vous faire donc une revue bibliographique sur l'ichthyose. Donc, j'ai décidé de faire un focus sur les traitements du futur. Donc, diapo suivante. Donc, voilà, juste mes conflits d'intérêts. Diapo suivante. Donc, les traitements du futur, je vais me concentrer sur le traitement des anomalies cutanées. Diapo suivante. Un petit rappel rapide pour vous rappeler que les traitements conventionnels à ce jour sont basés sur les bains. Attendez, je vais me mettre sur un autre parce que je vois pas les diapos sur le Zoom. Donc, sont basés sur les bains, les traitements topiques avec essentiellement les émollients, les kératolytiques et pour certains patients un peu plus sévères, les rétinoïdes oraux. Alors, concernant ces traitements conventionnels, les émollients sont utilisés par tous les patients. Les kératolytiques peuvent être utilisés pour réduire les squames sur les zones non inflammatoires. Et les rétinoïdes oraux peuvent permettre d'améliorer l'efficacité des traitements locaux et réduire le fardeau de la maladie relative aux soins locaux. La citrétine étant le traitement de référence, car il a l'AMM et un bon profil de sécurité, la litrétinoïde pouvant cependant être discutée chez les femmes souhaitant une grossesse à court terme. Les problématiques principales de ces traitements conventionnels sont leur absence ou leur efficacité limitée sur l'érythème, le prurite et la douleur de la peau. Donc, passez pas trop vite les diapos par contre. Donc, un petit mot donc, sur ces douleurs cutanées et ce prurite. La douleur cutanée a été démontrée comme étant le facteur impactant le plus fortement la qualité de vie. Le grattage, quant à lui, il a été montré qu'il était présent chez plus de 90% des patients. C'était également la troisième demande thérapeutique des patients, donc dans l'ordre des priorités. Quant à la physiopathologie de cette douleur cutanée, elle semble liée à l'inflammation. Alors, les nouveaux traitements du futur donc, pourraient être basés sur la physiopathologie de la maladie.
On peut cependant, à ce stade, se demander quelles seraient les approches, quelles seraient les cibles. Est-ce que ce serait plutôt le gène, une enzyme, une autre protéine? Est-ce que l'administration du traitement va être plutôt topique ou systémique? Et est-ce qu'il s'agira de nouvelles molécules ou plutôt de médicaments qui sont déjà utilisés dans d'autres pathologies? Donc, en premier exemple de traitement basé sur la physiopathologie, puisqu'on va donner donc 3 exemples, on va parler donc, allez pas trop vite sur les diapositives, on est encore à la précédente, je vous remercie. Donc, le premier traitement, donc, c'est le traitement ciblé anti-inflammatoire qui nécessite de bien comprendre les mécanismes d'inflammation dans l'ichthyose et en particulier le profil cytokinique. Diapositive suivante. Donc pour cela, on peut donc dans la littérature lire donc ces 3 donc papiers assez récents de l'équipe d'Amy Paller qui a étudié donc le profil cytokinique de différents types d'ichthyose et qui a montré qu'il y avait une augmentation de la voie TH17 qui était fortement corrélée avec la sévérité de la maladie et l'érythème. Cette réponse vers la voie TH17 pourrait être une réponse au déficit de la barrière cutanée. Donc il s'agit là de travaux in vitro. En pratique clinique, à ce jour, que connaît-on de l'efficacité des différentes biothérapies? Donc, on a de nombreux papiers que, bien sûr, je ne vais pas détailler ici, mais on peut dire en résumé que l'efficacité qui est rapportée va d'une efficacité légère à modérée, comme chez ces 2 patients avec des mutations de DSP qui ont montré donc une amélioration modérée à légère, à une amélioration vraiment très importante chez ce jeune enfant qui avait un SAM-like syndrome, puisque le traitement non seulement améliorait les signes cutanés, mais également a permis à l'enfant de grandir alors qu'il avait un arrêt de sa croissance et à réduire les infections. Donc, en résumé, ce traitement anti-inflammatoire à ce jour, son efficacité a été démontrée dans quelques cas cliniques, mais l'efficacité semble cependant limitée à quelques sous-groupes ou individus. D'où l'intérêt dans le futur d'avoir à disposition d'autres. Donc, diapo suivante. Non, vous allez trop vite dans les diapos là. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Encore en arrière, merci. En arrière, en arrière. Non, là, vous êtes à la fin de la présentation. Est-ce que vous pouvez attendre que je vous demande de passer la diapo, s'il vous plaît? Donc, diapo suivante. Non, diapo suivante, voilà. Donc, en résumé, le traitement anti-inflammatoire, je disais, démontré uniquement dans quelques cas cliniques, efficacité limitée à quelques sous-groupes et individus, nécessité d'études identifiant des biomarqueurs et nécessité d'essais cliniques. Diapositive. Donc, les essais qui sont actuellement en cours, si on se connecte à Clinical Trials, c'est donc des essais qui se font majoritairement aux États-Unis avec un inhibiteur de l'IL-17, de l'IL-12-23 et de l'IL-36R, et l'essai européen qu'on conduit sur le dupilumab dans le Netherton. Diapositive suivante. Donc, la deuxième approche, à côté de cette thérapie anti-inflammatoire, c'est l'approche thérapie de remplacement, qui peut éventuellement utiliser différentes molécules qui peuvent être soit des inhibiteurs de protéase, des enzymes comme la transglutaminase 1 ou des lipides. Diapositive suivante. Donc, la thérapie de remplacement, un bon exemple, ce serait donc, le syndrome de Netherton. Il y a quelques années, nous avions conduit un petit essai sur une cohorte de Netherton avec un inhibiteur de l'alpha-antitrypsine qui n'avait pas montré d'efficacité. Et il y a un certain nombre d'essais in vitro en cours pour développer des inhibiteurs de kallicréine dans cette pathologie. Diapositive suivante. Concernant le traitement de remplacement, non, diapositive précédente, là, vous avez été trop vite. Diapositive précédente, s'il vous plaît. Non, là, on est à la diapositive 15, s'il vous plaît. La suivante. La suivante. Je ne sais pas, là, la 15, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas la diapositive 15. Bon, écoutez, je ne sais pas, il doit vous manquer une diapositive. Pourtant, je vous ai envoyé ce PowerPoint. Bon, c'est pas grave, je vais vous le faire par oral.
Donc, laissez cette diapo là, mais c'était une autre diapositive donc, qui vous parlait du traitement de remplacement, cette fois à l'aide d'enzymes, donc la transglutaminase 1, qui était actuellement testée in vitro sur des modèles murins ou sur des peaux reconstruites avec des applications d'enzymes en utilisant des liposomes ou des nanogels. Donc, on laisse maintenant la diapo actuelle qui concerne donc, la troisième approche, qui est la thérapie de remplacement utilisée dans les lipides. Donc, dans le Child syndrome, il y a eu plusieurs papiers qui ont montré qu'on pouvait améliorer le phénotype clinique en appliquant une association topique de cholestérol et de statine. Et il y a aussi des études in vitro, par exemple chez la souris mutante PNPLA knockout, qui ont montré que l'application de lipides épidermiques permettait de reconstruire une membrane lipidique du cornéocyte. Diapositive suivante. Donc, diapositive suivante. Donc, en conclusion, les traitements conventionnels à ce jour restent les traitements de référence. Cependant, les traitements du futur devraient être des traitements ciblés sur la pathogénie de la maladie, avec néanmoins de nombreuses problématiques et questions qui restent en suspens. Vous avez vu que la plupart des études ont été faites in vitro. Il est donc trop tôt pour un usage clinique. L'efficacité semble dépendante soit du gène, de la forme d'ictyose, voire même de l'individu, ce qui laisse supposer une applicabilité relativement limitée. Il y a un besoin à ce jour d'identifier de nouveaux marqueurs, d'avoir des données de sécurité. On peut aussi se demander si la réponse va être meilleure si l'administration est faite précocement dans la vie, dans l'enfance, si l'effet va être durable, s'il y aura un échappement, si l'on pourra administrer une monothérapie ou s'il faudra une association médicamenteuse. Et donc, en conclusion, il y a de nombreuses avancées, mais encore de nombreux progrès qui restent à faire.